On va parler des cahiers de doléances maintenant. Fin 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, les maires ruraux proposent d'ouvrir des cahiers de doléances pour canaliser la colère. Emmanuel Macron promet qu'ils seront analysés, restitués en ligne à l'ensemble des citoyens. Alors, la promesse a-t-elle été tenue et que sont devenus ces cahiers de doléances? On regarde ce reportage de Samia Dechir et Clara Barge. Il a gardé une copie de chaque témoignage. Fin 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, Fabrice d'Allongeville ouvre dans sa mairie un cahier de doléances. Francis Frison, habitant de ce village du Val d'Oise depuis 40 ans, n'a pas hésité à y écrire ses propositions. Ah oui, ça c'est moi. Alors, je fais en 3 parties. Les institutions, les inégalités et l'Union européenne. Sur les inégalités, j'avais dit économique et sociale, les problèmes d'échelle de salaire, plafonner la rémunération des responsables d'entreprise à un niveau raisonnable. À l'époque, 10 000 mairies avaient ouvert leurs portes pour recueillir par écrit les revendications des citoyens et tenter de canaliser une colère qui s'exprimait jusque-là dans la rue. C'est une occasion totalement exceptionnelle de pouvoir exprimer directement, avec l'idée que ces expressions vont être prises en compte, en tout cas au moins lues par les responsables politiques du pays. Donc il était absolument hors de question de ne pas saisir cette occasion. Voilà. Sur les 500 habitants d'Auger-Saint-Vincent, 12 sont venus noircir les pages du cahier de doléances. Certains ont longuement préparé des contributions de plusieurs pages. Donc je pense que d'une certaine manière, les gens ont réfléchi. Et qu'on soit pour ou contre le mouvement des Gilets jaunes, finalement, ce qui reste derrière, c'est un pays qui fait de la politique, qui voit bien, qui identifie bien là où il y a des difficultés, qui a des idées. Et c'est, oui, à partir du moment où vous avez des revendications des habitants ou des citoyens, ça participe à la gouvernance locale, quoi. Ça paraît assez évident. Ne pas les respecter, ça ne sert à rien de mettre en place la possibilité d'écrire et de coucher sur le papier des doléances si c'est pour ne pas tenir compte, quoi. Là, c'est de la pure démagogie, voire du populisme, en fait. Pure démagogie ou exercice inédit de démocratie participative. 2 ans plus tard, les fameux cahiers de doléances remplis par les Français sont désormais conservés dans les archives départementales, comme ici en Seine-et-Marne. Je peux prendre un registre pour la commune, par exemple, de Boissy-la-Bertrand. Mes souhaits pour l'Europe: unifier les taxes et impôts dans tous les pays pour éviter les paradis fiscaux. Taxer les GAFAM. 250 cahiers venus des 500 communes du département sont conservés dans une quinzaine de boîtes, théoriquement accessibles à tous, mais que personne n'est jamais venu consulter. Je ne suis pas certain non plus que le grand public ait connaissance que ces documents se trouvent aux archives départementales. Bien entendu, une certaine communication a été assurée en 2019 sur le sujet. Ces documents sont des trésors inestimables pour comprendre la motivation des citoyens, leur colère, leurs propositions, le sens qu'ils souhaitent donner à la vie publique. Et je suis certain que le temps viendra où des historiens, des chercheurs se pencheront sur ces documents. À l'origine, les 16 300 cahiers de doléances devaient aussi être accessibles en ligne pour tout le monde. Ils ont bien été numérisés et stockés ici, à la Bibliothèque nationale de France. Mais seuls les chercheurs peuvent les consulter, car les témoignages n'ont pas été anonymisés. Or, la loi protège la vie privée de leurs auteurs. Il était question de rendre public et accessible l'ensemble des cahiers citoyens du Grand Débat National. Et bien, plus de 3 ans après, la promesse n'est pas tenue et ces cahiers ne sont pas disponibles en ligne. La conséquence à court terme, c'est que ça peut nourrir en fait ceux qui étaient censés combattre le Grand Débat National, c'est-à-dire la défiance envers le personnel politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens qui viennent participer à ce type d'opération de démocratie participative et ne pas aller au bout de vos engagements au risque de créer plus de défiance que c'était censé en résoudre. Le collectif Rendez les doléances milite désormais depuis 2 ans pour que le gouvernement lance enfin le travail d'anonymisation des cahiers de doléances et les rende accessibles en ligne pour tous les citoyens. Emmanuel Anison, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces cahiers de doléances ont été utiles ? Ils ont en tout cas soulevé des espoirs. Ils ont réveillé l'envie politique, comme d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes avait commencé à le faire, parce que ça a été une forme quand même d'université politique assez ouverte, ce mouvement. Des gens qui n'avaient au fond pas réfléchi aux institutions dans lesquelles ils vivaient, au pays dans lequel ils vivaient, ont commencé à parler référendum, RIC, participation citoyenne. Et d'ailleurs, il y a pas mal de Gilets jaunes qui aujourd'hui sont sur les listes législatives.
Donc ces cahiers de doléances, c'était une occasion assez unique pour des gens de s'exprimer enfin, et c'est ce qu'on voit dans ce reportage. Beaucoup de gens, il y a à peu près, je crois, 2 millions de contributions, c'est énorme, ont écrit, y ont cru. Alors beaucoup chez les Gilets jaunes disaient que c'était juste une manœuvre politique pour enterrer le mouvement. Il y a d'ailleurs eu un vrai débat organisé par les Gilets jaunes pour contrecarrer ce grand débat. Mais au final, on trouvait finalement des doléances très similaires dans tous ces... C'est-à-dire... Qu'est-ce qui revenait le plus? Beaucoup, alors évidemment sur l'économie, avec ce qu'on a vu là dans notre reportage, c'est-à-dire plus d'égalité, le problème de la finance internationale, le problème des GAFA, de ces gens qui s'enrichissent entre guillemets sur le travail, voilà. Et puis beaucoup de demandes justement de démocratie participative, de transparence de la vie publique. C'est quelque chose qui revenait de manière extrêmement forte. Et là, on est quand même dans une situation absolument... Enfin, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que quand le maire dit que ça va réveiller la défiance, et évidemment, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un exercice, les gens ont participé, ils y ont cru, ils ont joué le jeu. Et ils ont fait des efforts, on le voit, il y en a qui ont noirci des pages et des pages. Dans toutes les mairies, c'était un gros effort. Il a fallu trouver les lieux, il a fallu... Enfin, vraiment, pour les maires, c'était un gros effort. Pour les gens ont écrit des pages et des pages. Ils se sont livrés, ils ont réfléchi, ils ont discuté. C'était un énorme travail collectif. Et au final, on aboutit à rien. On aboutit à rien. Donc oui. En fait, ceux qui pensaient que c'était juste de la manipulation, aujourd'hui, on peut se dire peut-être qu'ils ont eu raison. Et ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire là où Emmanuel Macron voulait faire parler les gens, il a montré par la preuve qu'en fait, ça ne servait à rien et qu'il n'était pas écouté, c'est ça? C'est tout le problème. C'est un problème, mais vraiment que je trouve, mais terrible. C'est-à-dire que là, pour la présidentielle, j'ai refait beaucoup de marchés, beaucoup de terrain. Et ces cahiers de doléances, ils reviennent dans les propos des gens. Les gens disent on a participé, on a bossé, mais ils sont où? Une fois de plus, on s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'ils y ont cru, on leur a demandé d'y croire, ils se sont un peu réveillés et paf, de nouveau, ils se disent bon ben voilà, les politiques se fichent de nous. Moi, je trouve ça terrible en fait, terrible. Oui, alors premier point, petit rappel, les cahiers de doléances, donc ça a été créé pendant la Révolution française. Et c'est vrai qu'en gros, ça pouvait se résumer à la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Donc ça aboutit très concrètement et très vite. Là, on se heurte à 2 difficultés. La première, c'est qu'en effet, ça a confirmé que nous sommes une société fragmentée, archipédisée, que chacun est venu avec ses idées, ses frustrations, ses colères, ses propositions. Mais qui étaient beaucoup similaires, comme le rappelle Emmanuel. Oui. Alors, il y avait un fil directeur qui, en effet, stop aux inégalités et stop au pouvoir de la finance sur l'industrie, sur le service public, etc. Je pense qu'il aurait fallu retenir juste 1 ou 2 lignes et ne pas partir dans tous les sens pour éviter cette dispersion. Aujourd'hui, en effet, comme l'a très bien dit le conservateur des archives, ce sont des documents qui vont servir aux chercheurs et aux historiens, mais qui ne font pas avancer la politique. Après, quand même un petit point, c'est bien de manifester sur les ronds-points, c'est bien d'aller remplir les cahiers de doléances, mais la démocratie, ça reste quand même le bulletin dans l'urne. Or, ceux qui ont signé, ceux qui ont manifesté, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous allés voter. Donc, à un moment, il faut être cohérent. C'est-à-dire, quand on bat des records d'abstention, on ne peut pas dire qu'il y ait une envie de participer à la vie publique. Désolé, mais il n'existe pas de meilleur système que le bulletin dans l'urne. Ouais, vous êtes d'accord, Emmanuel? On est dans une forme de paradoxe entre des Français qui demandent à avoir plus de démocratie participative et en même temps une abstention grandissante. C'est pas un paradoxe, c'est bien le signe de la défiance vis-à-vis des élus, donc ils considèrent qu'ils ne les représentent plus. Donc on ne peut pas reprocher à des gens de ne pas les voter. On peut s'interroger, excusez-moi, sur pourquoi ne vont-ils pas voter et pourquoi n'arrive-t-on plus aujourd'hui à les convaincre que l'élu peut porter la parole de citoyen et travailler pour lui. Cette défiance, elle est là. On la voit élection après élection. Tous les 5 ans, et à chaque élection, on se dit oh là là, cette abstention. On voit la colère, on voit le vote pour les partis, le vote protestataire. Il n'y a pas d'autre système que le vote. Il n'y a pas d'autre système, mais il y a un problème de représentation qui est réel. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce problème de représentation... Non, je suis désolé, il y avait 12 candidats à la présidentielle, je veux dire, qui représentaient tout le spectre politique. Il y a aux législatives beaucoup de candidats qui représentent encore plus
que le spectre de la présidentielle. Donc il y a de la représentation. La difficulté, c'est après quelle marge de manœuvre ont les élus pour peser sur la société. Et ce que n'ont pas admis les Gilets jaunes et ceux qui ont rempli les cahiers, c'est qu'aujourd'hui la finance et quand même aussi un peu la technocratie ont pris le dessus sur ceux qui sont censés représenter les citoyens. C'est plus ça que la défiance envers les élus. Ils font ce qu'ils peuvent. Et Emmanuel, pour conclure, est-ce que du coup, comme ces cahiers de doléances n'ont pas été pris en compte, est-ce que ça veut dire qu'un mouvement de colère peut repartir ? Ça, un mouvement de colère, on ne peut jamais le prévoir, donc on verra. Après, oui, beaucoup pensent que ça risque qu'il risque d'y avoir des mouvements à la rentrée. Et beaucoup de gilets jaunes que vous connaissez bien ont envie de repartir au combat. Il y a une grosse lassitude aussi, donc voilà, honnêtement, c'est compliqué de prévoir. Mais en tout cas, ce que l'on sent sur le terrain, c'est que cette colère, ce manque de foi dans le système politique, dans les gens qui nous gouvernent, il est là en permanence. Et cette colère, il y a un moment, elle se traduit souvent par le terrain.